1er juillet, 440 pièces, 282 cheminées, plus de 80 escaliers, 28 années de chantier et un roi qui n'y dormira que 72 nuits. Au cœur d'un marécage où les ouvriers meurent de fièvre, une silhouette blanche se dresse. Tours, clochetons, lanternes, comme un mirage surgit de la boue. Pourquoi construire le plus grand château de France pour n'y presque jamais vivre? La réponse ne tient ni dans les pierres, ni dans les chiffres. Elle se cache plus profondément, dans l'ambition d'un roi de 25 ans, persuadé qu'un édifice pouvait valoir davantage qu'une victoire. Tout commence en 1515, sur un champ de bataille italien, dans la tête d'un jeune homme couronné depuis quelques mois à peine. 220 000 tonnes de pierre sur un sol où les hommes s'enfoncent jusqu'à la taille. En 1519, quand les premiers charpentiers arrivent en Sologne, ils découvrent non pas un terrain de chantier, mais un marécage. Le Cosson, affluent paresseux de la Loire, y serpente en bras multiples, nourrissant des étendues d'eau stagnantes que le moindre orage transforme en lacs. L'été, les moustiques y pullulent. L'hiver, la terre gèle en surface, mais reste meuble au-dessous. C'est ici que François Ier a décidé de bâtir le plus grand château de son royaume. Le choix semble absurde. Il l'est en apparence. Pour le comprendre, il faut remonter 4 ans en arrière, à un moment précis, celui où un jeune roi de 20 ans, couronné depuis quelques mois, traverse les Alpes avec son armée. En 1515, François Ier remporte la bataille de Marignan et entre dans Milan. Ce n'est pas seulement une victoire militaire, c'est une révélation. Le roi découvre les palais de Lombardie, les cours intérieures ouvertes sur le ciel, les façades rythmées par des colonnes, les escaliers monumentaux, la lumière que les architectes italiens manient comme un matériau. La France, à cette époque, construit encore des forteresses. L'Italie construit des œuvres d'art. François revient avec une certitude. Il veut un palais qui prouvera que la France n'a rien à envier à l'Italie. Mieux, qu'elle peut la dépasser. L'air est froid, dense, imprégné de l'odeur de la terre mouillée et de la végétation en décomposition. Sous les pieds, le sol cède, spongieux. Le regard cherche un repère et ne trouve que des rangées de chênes dont les troncs disparaissent dans la brume basse. C'est la Sologne du XVIe siècle, un pays d'étangs, de landes et de fièvres. Pourquoi ici? La réponse tient en un mot, la chasse. François Ier est un chasseur obsessionnel. Les forêts de Sologne regorgent de cerfs, de sangliers, de gibier d'eau. Le domaine, propriété de la couronne depuis que le duc d'Orléans est devenu roi sous le nom de Louis XII en 1498, offre des milliers d'hectares de bois touffus à quelques lieues de Blois où réside la cour. Pour un roi qui mesure le prestige d'une journée au poids du tableau de chasse, l'emplacement est parfait. Que le terrain soit un marécage ne constitue pas un obstacle, c'est un défi. Et François Ier aime les défis. Le 6 septembre 1519, une lettre part de la chancellerie. Elle nomme François de Pontbriand surintendant des travaux d'un grand, beau et somptueux édifice à Chambord. Pontbriand est un vétéran des chantiers royaux. Il a supervisé les travaux de Loches et de Blois sous Louis XII. Mais il a 68 ans, et la complexité de ce qui l'attend est sans précédent. Il renonce à sa charge le jour même où il la reçoit, la déléguant à un maître des comptes nommé Mathurin Viard. C'est un signal que personne ne relève sur le moment. L'homme le plus expérimenté du royaume juge le projet au-delà de ce qu'il peut diriger. Le chantier commence par ce qu'on ne voit jamais dans un château, les fondations. Et celles de Chambord sont un exploit en soi. Le sol de Sologne est si instable que les charpentiers doivent d'abord enfoncer des pieux de chêne à 12 mètres de profondeur, jusqu'à atteindre une couche géologique assez solide pour supporter le poids de l'édifice. Au-dessus de ces pieux, les maçons construisent un radier, une plateforme massive de blocs de calcaire liés au mortier, épaisse de 4 mètres et demi, immergée en permanence à plus de 5 mètres sous le niveau du sol. Puis un lit de chaux pur, rechargé à plusieurs reprises par les terrassiers. Les fondations de Chambord engloutiront à elles seules 300 000 francs, une somme colossale avant même qu'un mur ne s'élève. Des fouilles menées dans les années 2000 ont révélé que ce radier n'est pas un simple socle. C'est un dispositif exceptionnel pour l'époque, comparable aux techniques décrites par l'architecte romain Vitruve, dont les traités circulaient alors dans les cercles humanistes. Un ambassadeur vénitien, visitant le chantier vers 1550,
écrira que Chambord lui rappelle les palais de Venise, un édifice monumental posé sur une forêt de pilotis comme si la pierre elle-même flottait. Les conditions sont effroyables. Les ouvriers travaillent les pieds dans l'eau, exposés aux fièvres des marais. Les décès sont fréquents, assez pour que les chroniques les mentionnent, ce qui, dans un siècle où la mort ouvrière n'intéresse personne, signale une hécatombe. Le tuffeau, cette pierre calcaire claire, tendre et facile à sculpter qui fera la blancheur de Chambord, arrive par chariot depuis le port de Saint-Dié-sur-Loire à 5 kilomètres. Le village, jusque-là modeste, devient une base logistique où des dizaines de bateaux accostent chaque jour. Son port prend un nouveau nom, lourd de sens, le port de Chambord. François Ier ne se contente pas de bâtir sur un marécage, il veut le transformer. Son projet initial est vertigineux, détourner une partie du cours de la Loire elle-même, le plus grand fleuve de France, pour l'amener au pied de son château. Les marais disparaîtraient, le roi pourrait arriver en bateau, le palais se reflèterait dans les eaux du fleuve royal. C'est un rêve d'ingénieur, autant que de monarque, et il est abandonné. Les moyens techniques du XVIe siècle ne permettent pas de dévier un fleuve de 1012 kilomètres. On se résout à une solution plus modeste. Un canal détourne le Cosson pour alimenter les douves. Le rêve de la Loire devant Chambord ne se réalisera jamais. L'écho des marteaux contre la pierre résonne au-dessus des étangs. Une grue en bois, actionnée par la force d'un homme marchant dans une roue, soulève des blocs de tuffeau vers les murs qui commencent à se dessiner. La poussière blanche du calcaire se mêle à la brume du marais. Autour du chantier, la forêt de chênes est intacte, immense, silencieuse. En 1524, 5 ans après le début des travaux, les murs du donjon affleurent à peine au-dessus du sol. 300 000 francs dépensés et presque rien de visible. Le rythme est d'une lenteur exaspérante. Mais la raison n'est pas technique. Le roi modifie le plan. Le projet initial prévoyait un donjon isolé, une tour quadrangulaire flanquée de 4 tours rondes. Vers 1526, François décide d'y ajouter 2 ailes latérales et une enceinte basse formant une cour intérieure. Le château double de taille. Puis le roi exige que ses propres appartements occupent l'aile orientale et une chapelle royale, l'aile occidentale. Chambord n'est plus un pavillon de chasse, c'est un manifeste. Mais à cette date, le roi n'est plus en France. En 1525, François Ier a été capturé à la bataille de Pavie par les troupes de Charles Quint, empereur du Saint-Empire. C'est le seul roi de France à être fait prisonnier sur un champ de bataille depuis Jean II en 1356. L'humiliation est totale. Le chantier de Chambord s'arrête, la seule interruption de toute son histoire. Le roi revient en 1526, après avoir signé le traité de Madrid. Il a cédé la Bourgogne, la Flandre et ses 2 fils aînés, âgés de 8 et 7 ans, envoyés en Espagne comme otages pour garantir le respect du traité. Le prix est immense. Mais dès septembre 1526, les travaux reprennent avec une intensité nouvelle. 1800 ouvriers sont désormais employés simultanément, l'échelle d'un chantier de cathédrale. Le projet n'est pas réduit. Il est agrandi. Il y a dans ce geste quelque chose qui dépasse la vanité. Un roi humilié, dont les fils sont prisonniers, choisit d'investir dans la pierre plutôt que dans le rachat immédiat. La logique n'est pas domestique, elle est politique. Au XVIe siècle, la magnificence d'un prince se mesure au bâtiment qu'il fait construire. Un château, c'est un argument. Un palais, c'est une arme. Chambord n'est pas une résidence, c'est la réponse de François Ier à Pavie. 440 pièces pour effacer une défaite. Reste un fait que les spécialistes n'expliquent pas d'un seul mot. Qui a conçu le plan de Chambord? La lettre de nomination de Pontbriand ne mentionne aucun architecte. Les archives du chantier ont été détruites à la fin du XVIIIe siècle. La maquette en bois, réalisée par l'architecte toscan Domenico da Cortona, montre une structure qui diffère du bâtiment achevé, notamment l'escalier, qui y est droit et non en spirale. Pierre Neveu, le maître maçon qui a supervisé le chantier pendant des années, est un exécutant, pas un concepteur. L'homme, ou les hommes, qui ont dessiné le plan de Chambord n'ont laissé aucune signature, sauf peut-être une. Dans les fondations même du donjon, dans les latrines du sous-sol, les premières maçonneries du château, des archéologues ont découvert dans les années 90 les traces d'un plan qui n'est pas celui du bâtiment actuel.
Un plan organisé selon une symétrie giratoire, centré sur un escalier qui ne comportait pas 2 spirales, mais 4. Une construction sans équivalent dans toute l'histoire de l'architecture. Les proportions, la logique des flux, la dynamique du mouvement rappellent les travaux d'un homme qui, 3 ans avant le début du chantier, vivait à 50 kilomètres de là, dans un petit manoir au bord de la Loire. Cet homme était mort depuis 4 mois quand le premier pieu de chêne a été enfoncé dans la boue de Sologne. Léonard de Vinci meurt le 2 mai 1519 au manoir du Clos Lucé à Amboise. 4 mois et 4 jours plus tard, François Ier signe l'ordre de bâtir Chambord. Entre ces deux dates, il n'y a officiellement aucun lien. Aucun document ne relie le génie toscan au plus grand château de France. Et pourtant son ombre habite chaque pierre du donjon. Pour comprendre cette présence invisible, il faut revenir à un autre projet, plus vaste, plus fou et totalement oublié. En 1516, François Ier fait à Léonard de Vinci une offre qu'aucun monarque européen n'a jamais formulée. Le roi de France invite le maître toscan, alors âgé de 64 ans, à s'installer sur ses terres. Il lui accorde une pension de 1 000 écus d'or par an, le manoir du Clos Lucé, à quelques centaines de mètres du château royal d'Amboise, et un triple titre, premier peintre, premier ingénieur, premier architecte du roi. Ce n'est pas un geste de mécénat, c'est un recrutement stratégique. François ne veut pas seulement le prestige d'héberger Léonard, il veut ses compétences. Le projet que le roi lui confie est colossal. À Romorantin, petite ville de Sologne où sa mère, Louise de Savoie, possède un château, François veut construire une capitale. Pas un palais, une ville entière. Léonard dessine les plans d'un double château enjambant la Sauldre sur des ponts, flanqué d'écuries royales, d'un pavillon de chasse octogonal dans la forêt, d'un réseau de canaux équipés d'écluses à portes busquées, d'une ville nouvelle pour les courtisans. L'ensemble est 4 fois plus vaste que Chambord. Les historiens de la Renaissance le comparent, par son ambition, au grand projet d'aménagement fluvial du XXe siècle. Léonard, urbaniste autant qu'architecte, conçoit la cité en termes de flux, d'eau, d'air, de circulation humaine. Il prévoit de relier Romorantin à la Loire par la Sauldre, puis au Cher, ouvrant une voie navigable vers l'Atlantique. En janvier 1518, François Ier alloue 4000 livres d'or pour rendre la Sauldre navigable. Les travaux commencent. Un terre-plein de 400 mètres est rehaussé de 4 mètres pour mettre le site hors crue. Des canalisations sont creusées. Puis tout s'arrête. Léonard, déjà affaibli, perd l'usage de sa main droite. Il n'a plus la force de diriger un chantier d'une telle envergure. La peste menace la région, les fonds manquent, le projet est d'un coût démesuré. Et surtout, personne n'émerge pour prendre le relais. La cité idéale de Romorantin exige Léonard. Sans lui, elle est impossible. Le 2 mai 1519, le maître meurt dans son lit du Clos Lucé. Son assistant, Francesco Melzi, monte à cheval pour aller informer le roi, alors en déplacement. L'image célèbre du souverain tenant le mourant dans ses bras, immortalisée par le peintre Ingres en 1818, est un tableau, pas un fait. François n'était pas présent. Dans les semaines qui suivent, le roi de France prend une décision. Le rêve de Romorantin est mort avec Léonard. Mais l'élan, l'ambition, la volonté de bâtir un monument sans précédent, tout cela survit. Dès le 6 septembre, l'ordre de construire Chambord est signé. Le site se trouve à une 50aine de kilomètres du Clos Lucé. Le terrain est un marécage, comme celui de Romorantin. Et le château qui va s'y élever portera, dans ses proportions, dans sa logique, dans son escalier, la marque d'un esprit qui n'est plus là pour signer. Le froid du Clos Lucé en hiver, des pièces basses, un plafond à poutres sombres, la lumière d'une chandelle qui fait danser les ombres sur des feuilles couvertes de dessins, des vis sans fin, des spirales, des coupes de bâtiments vues de haut, des études de flux hydrauliques, des turbines, des hélices, tout un univers de mouvements figé à l'encre brune. Le Codex Atlanticus contient plus de 1000 pages de ce genre. Parmi elles, des croquis d'escaliers à double et à quadruple révolution, où plusieurs montées s'enroulent autour d'un noyau central sans jamais se croiser. C'est ici que l'énigme se noue. Quand Domenico da Cortona, architecte toscan au service de la couronne de France,
réalise une maquette en bois pour le futur château de Chambord, il y place un escalier droit. C'est le type d'escalier monumental que l'on trouve dans les palais italiens, large, imposant, rectiligne. Mais le bâtiment achevé possède un escalier radicalement différent, une double spirale qui s'enroule du rez-de-chaussée jusqu'aux terrasses, traversant 3 étages avant de culminer dans un lanternon à 56 mètres du sol. Quelqu'un, entre la maquette et la construction, a changé le projet. Et ce changement porte une signature, pas écrite, mais géométrique. En 1913, l'historien Marcel Raymond publie un article dans lequel il attribue pour la première fois à Léonard la conception du plan central de Chambord. L'hypothèse suscite un débat qui dure depuis plus d'un siècle. Les arguments en faveur de l'attribution sont troublants. Le plan du donjon, organisé en croix grecque autour d'un escalier central, rappelle les études de Léonard sur les édifices à plan centré. Des dessins qui, dans les années 1500, n'avaient aucun équivalent dans l'architecture civile européenne. Le système de ventilation du château, avec ses conduits ménagés dans l'épaisseur des murs, évoque les recherches du maître sur la circulation de l'air. Des doubles latrines, les doubles fosses, la rigueur quasi mécanique de la distribution des espaces. Tout cela porte la marque d'un ingénieur, pas d'un architecte de tradition. Mais c'est dans les fondations que la preuve la plus saisissante se cache. Dans les années 90, 4 passionnés d'architecture, parmi eux l'archéologue Jean-Sylvain Cailloux et le guide du château Dominique Hofbauer, entreprennent une démarche élémentaire que personne n'avait jamais tentée, descendre dans les latrines du sous-sol du donjon pour examiner les premières maçonneries. Ils doivent déplacer des gravats qui n'ont pas été touchés depuis des siècles. Ce qu'ils découvrent contredit les plans connus du château. Les murs du sous-sol ne correspondent pas à la géométrie du bâtiment visible. Ils révèlent un plan antérieur, abandonné à un stade très précoce de la construction, organisé selon une symétrie non pas bilatérale, mais giratoire. Ce plan originel tournait autour d'un escalier central qui ne comportait pas 2 spirales, comme celui que l'on voit aujourd'hui, mais 4. 4 spirales entrelacées autour d'un noyau creux. Un dispositif sans équivalent dans l'histoire de l'architecture mondiale. Un mécanisme qui rappelle, avec une précision troublante, les travaux de Léonard sur les turbines hydrauliques. Ces dessins où l'eau s'engouffre en ébisse dans des canaux concentriques, chaque flux visible mais séparé des autres. La figure de l'hélice exerçait sur le maître une fascination profonde. C'est elle qui lui faisait imaginer une vis capable de s'enfoncer dans l'air pour faire voler une machine. Transposer ce principe dans un palais, faire d'un bâtiment une figure virtuellement rotative, solaire, où 4 flux humains montent simultanément sans se rencontrer, exigeait une intelligence de l'espace qui ne ressemble à celle d'aucun architecte connu du XVIe siècle. Le plan a été abandonné. Léonard était mort. Personne, sur le chantier, ne possédait le génie nécessaire pour exécuter une structure aussi complexe. La quadruple spirale a été réduite à une double. Le bâtiment giratoire est devenu bilatéral. Mais les traces sont restées, dans les fondations, dans les proportions du sous-sol, dans l'asymétrie de certaines façades que les siècles suivants n'ont jamais pu expliquer. Cailloux et Hofbauer avaient mis au jour ce que les spécialistes cherchaient depuis un siècle. Non pas la preuve que Léonard avait dessiné Chambord, mais la preuve qu'un projet initial, conforme aux obsessions du maître, avait existé et avait été simplifié après sa disparition. Le site officiel du domaine de Chambord résume le consensus actuel en une phrase prudente. L'influence de Léonard de Vinci sur la conception de Chambord est indéniable. Sa nature exacte reste inconnue. Les historiens de l'architecture ne sont pas unanimes. Jean Guillaume, autorité en la matière, notait dès 1974 que la nature des documents ne laisse qu'une marge étroite entre le commentaire sans perspective et l'extrapolation imprudente. Carlo Pedretti, le plus grand spécialiste mondial de Léonard, voyait dans le projet de Chambord le prolongement direct de celui de Romorantin. D'autres chercheurs rappellent que les maîtres maçons français, Jacques Sourdeau, Pierre Neveu, possédaient un savoir-faire propre, ancré dans la tradition des grands chantiers de Blois et d'Amboise, et qu'il est réducteur de tout attribuer au génie d'un seul homme. Ce qui n'est pas contesté, c'est la séquence. Léonard vit à 50 km de Chambord de 1516 à 1519. Il travaille sur un projet d'une ambition comparable pour le même roi dans la même région. Dans ses carnets se trouvent des dessins de structures identiques à celles du château. Il meurt. 4 mois plus tard, le chantier commence.
avec un plan initial qui porte la géométrie de ses obsessions et qui sera simplifié dès les premières années parce que plus personne ne sait l'exécuter. Chambord est peut-être la dernière œuvre de Léonard de Vinci, ou peut-être n'est-il que l'écho de sa pensée, capté par des bâtisseurs français qui avaient vu ses dessins sans pouvoir les réaliser entièrement. La frontière entre ces deux hypothèses est aussi mince que les ajours de l'escalier à travers lesquels deux personnes se voient sans se rejoindre. Ce même escalier dont le principe se trouve, à l'encre brune, dans un carnet qu'un vieil homme malade tenait encore de sa main gauche dans un manoir au bord de la Loire, quelques semaines avant de mourir. Deux personnes montent en même temps. Elles se voient. Elles ne se rencontrent pas. À 3 mètres l'une de l'autre, séparées par les ajours d'un noyau de pierre ajouré, elles progressent sur deux rampes hélicoïdales qui s'enroulent l'une autour de l'autre sans jamais se croiser. L'une peut lever la main, l'autre la voir, mais pour se rejoindre, il faut sortir sur le palier d'un étage. Ce n'est ni un escalier, ni un mécanisme. C'est une idée construite en pierre. La double vis de Chambord occupe le centre exact du donjon. Sa position n'est pas un choix esthétique, c'est une déclaration. Le plan du donjon est organisé en croix grecque, cette forme à 4 branches égales que l'on réserve habituellement aux édifices religieux. L'endroit où se dresse l'escalier correspond dans une église à la croisée du transept, là où l'on placerait l'autel. François Ier a fait ériger au cœur sacré de son palais non pas une chapelle, non pas un trône, mais un escalier. Le message est limpide pour ses contemporains. Le centre du pouvoir royal, c'est le mouvement, l'élévation, la montée vers la lumière. La structure est aussi ingénieuse qu'elle est spectaculaire. 2 rampes hélicoïdales distinctes s'enroulent autour d'un noyau creux, percé d'ouvertures qui laissent passer la lumière et le regard. Chaque rampe dessert les 3 étages du donjon, du rez-de-chaussée jusqu'aux terrasses. Un visiteur qui emprunte l'une des 2 montées gravit 274 marches sans croiser celui qui monte par l'autre. L'effet au XVIe siècle est saisissant. Les hôtes du roi se trouvent confrontés à ce que leurs yeux ne savent pas expliquer. Un compagnon visible à travers les claires-voies, qui progresse au même rythme, à la même hauteur, et qui pourtant reste inatteignable. Ce qui ressemble à un tour de magie est en réalité de la géométrie pure. 2 hélices de même pas, décalées d'un demi-tour, partageant un axe commun. Mais la géométrie ici produit de la poésie. Le froid monte des marches. Le tuffeau, poli par 5 siècles de pas, est lisse sous la paume, presque doux, avec cette froideur minérale que la pierre calcaire ne perd jamais, même en plein été. La lumière tombe d'en haut, verticale, laiteuse, filtrée par le lanternon qui coiffe l'escalier à son sommet. En levant les yeux, le regard plonge dans un puits de clarté qui semble ne pas avoir de fin. À travers les ouvertures du noyau central, un mouvement, l'ombre d'un visiteur sur l'autre spirale, un bras, une silhouette qui glisse et disparaît. Le courant d'air est constant, frais, même quand l'extérieur est étouffant. Un souffle qui monte du sol vers le lanternon, aspiré par la différence de température entre le rez-de-chaussée et le sommet. Ce courant d'air n'est pas un accident. Le système de ventilation de Chambord est intégré dans la conception même de l'escalier. Des conduits sont ménagés dans l'épaisseur des murs, reliant les niveaux inférieurs aux ouvertures hautes, créant une circulation d'air naturelle qui renouvelle l'atmosphère des salles sans qu'aucune fenêtre soit ouverte. Ce dispositif, remarquable pour l'époque, rappelle les recherches que l'on trouve dans les carnets du Clos Lucé sur le mouvement de l'air dans les bâtiments, des dessins où les flux sont représentés par des lignes courbes, des tourbillons, comme si l'air était un fluide visible. La ventilation de Chambord ne se contente pas de fonctionner. Elle pense comme un ingénieur qui voyait dans le mouvement de l'air une variante du mouvement de l'eau. Au sommet de l'escalier, le lanternon. C'est une tour-lanterne octogonale, ouverte sur le ciel, qui culmine à 56 mètres au-dessus du sol, la hauteur d'un immeuble de 18 étages. Son sommet est couronné par une fleur de lys colossale, visible à des kilomètres à la ronde. Le lanternon est le point focal de toute la composition architecturale de Chambord. Chaque ligne du bâtiment, chaque axe de symétrie converge vers lui. Il est aussi le point d'arrivée du parcours initiatique que constitue l'escalier. On entre dans le château par le rez-de-chaussée sombre, on monte dans la spirale baignée de lumière oblique, on émerge sur les terrasses dans un éblouissement de ciel et de pierre,
et au-dessus, la fleur de lys. Le roi au sommet, Dieu au-delà. L'architecture organise la métaphore. L'écrivain anglais John Evelyn, visitant Chambord en 1644, décrivit l'escalier dans son journal avec un détail révélateur. Il nota que la structure comportait 4 entrées ou montées, se croisant les unes les autres, de sorte que 4 personnes pouvaient monter sans jamais se voir, sauf par de petites meurtrières, jusqu'à leur arrivée sur le palier. L'architecte italien Andrea Palladio, dans ses 4 livres de l'architecture publiés en 1570, évoqua lui aussi 4 rampes. Or, l'escalier achevé n'en comporte que 2. Evelyn et Palladio se trompaient-ils ou décrivaient-ils un souvenir, celui d'un projet initial que personne n'avait vu construit, mais dont la mémoire circulait encore dans les cercles savants européens un siècle après l'abandon du plan? Les découvertes archéologiques des années 2000 donnent à ces témoignages un poids nouveau. Si le projet originel prévoyait bien une quadruple spirale, 4 montées entrelacées dans un noyau commun, alors Evelyn et Palladio ne rapportaient pas une erreur, mais un écho. La description de Palladio en particulier pourrait refléter une connaissance des plans originaux transmise par les milieux d'architectes italiens qui avaient gravité autour du chantier au XVIe siècle. L'escalier que l'on voit aujourd'hui serait alors non pas le projet, mais son compromis, une version réduite, exécutable sans le génie qui avait conçu la version complète. Même réduit, le résultat est sans équivalent. Aucun autre bâtiment civil de la Renaissance ne possède un escalier à double révolution placé au centre d'un plan en croix. Les escaliers à vis sont courants dans l'architecture française médiévale. On en trouve dans les tourelles d'angle des châteaux forts, étroits, obscurs, utilitaires. Mais la vis de Chambord n'a rien de médiéval. Elle est large, lumineuse, théâtrale. Elle transforme le déplacement vertical en spectacle. Et elle inverse la hiérarchie habituelle de l'architecture. Dans un château classique, la pièce la plus importante est la salle du trône ou la chambre du roi, un espace fermé. À Chambord, la pièce la plus importante est l'escalier lui-même, un espace de circulation, de passage, de mouvement perpétuel. Il y a dans cette idée quelque chose qui touche à la philosophie. La double spirale est une figure de l'ordre caché. Vue d'en bas, elle semble chaotique, 2 flux qui se croisent, des silhouettes qui apparaissent et disparaissent, un mouvement qui ne s'arrête jamais. Vue d'en haut, elle est d'une rigueur absolue. 2 courbes parfaitement parallèles, séparées par un intervalle constant, progressant à vitesse égale vers la lumière. L'ordre et le chaos coexistent. Le visible et l'invisible se superposent. 2 personnes partagent le même espace sans partager le même chemin. C'est un escalier, mais c'est aussi une métaphore, du pouvoir, de la connaissance, de la relation entre les êtres. Le roi voit ses courtisans, les courtisans voient le roi. Mais le roi reste à part. Le vent souffle sur les terrasses. À 23 mètres du sol, le regard embrasse 360 degrés de forêt sans interruption, des chênes, des pins, des étangs qui luisent entre les arbres, le ruban du Cosson dans le lointain. Mais c'est en se retournant vers le château lui-même que le spectacle change de nature. Les terrasses de Chambord ne donnent pas seulement sur le paysage, elles donnent sur le toit. Et ce toit est une ville. 300 éléments se dressent au-dessus de la ligne des combles. Des cheminées sculptées, des lucarnes ouvragées, des tourelles, des lanternons, des pinacles. 11 types de tours différents, 3 types de conduits, sans symétrie stricte. L'accumulation est si dense, si variée, si exubérante, qu'elle échappe au regard comme une foule. L'écrivain américain Henry James, visitant Chambord au XIXe siècle, trouva le mot juste. Ce n'étaient pas les flèches d'un seul bâtiment, mais les clochers d'une cité. Le toit de Chambord est un horizon en soi, un second château posé sur le premier, minéral, vertical, hérissé, où le tuffeau blanc et l'ardoise sombre de Touraine composent un contraste si net qu'il semble peint. François Ier avait conçu ces terrasses pour un usage précis. La cour y montait après le dîner pour observer la chasse dans le parc en contrebas, les meutes lancées dans la forêt, les cerfs débusqués, les cavaliers au galop. Le spectacle était à la fois sportif et politique. Le roi, posté au sommet de son château, dominait du regard le territoire, les bêtes, les hommes. Mais les terrasses servaient aussi à un autre spectacle, plus intime. Les chroniqueurs rapportent que Catherine de Médicis, épouse d'Henri II,
y montait la nuit avec ses astrologues pour observer les étoiles. Le ciel de Sologne, loin de toute ville, offrait une obscurité que les cours de Paris ou de Fontainebleau ne connaissaient pas. Sur ces terrasses battues par le vent, entre les cheminées sculptées de salamandres, la reine regardait le ciel, et peut-être y cherchait-elle les mêmes réponses que son beau-père avait cherchées dans la pierre. L'escalier, les terrasses, le lanternon, tout à Chambord est conçu pour monter. Le bâtiment n'a pas de centre de gravité horizontale, comme Versailles avec sa galerie des glaces ou Fontainebleau avec sa cour ovale. Son axe est vertical. Il aspire vers le haut, depuis des fondations enfoncées dans la boue du marécage jusqu'à la fleur de lys qui touche le ciel. C'est un édifice qui ne repose pas, il s'élève. Et au centre de cette élévation, la double vis tourne, silencieuse, immuable, portant en elle le souvenir d'un projet plus ambitieux encore, d'une quadruple spirale que personne n'a su construire, conçue par un esprit pour lequel le mouvement était la forme suprême de la beauté. Un donjon, 4 tours rondes, un fossé rempli d'eau, des courtines crénelées. Quiconque aperçoit Chambord pour la première fois y reconnaît les attributs d'une forteresse médiévale, ces mêmes formes que l'on trouve à Vincennes, à Loches, à Pierrefonds. Et pourtant, pas un seul coup de feu n'a jamais été tiré depuis ces murs. Pas un seul siège n'a été soutenu en 5 siècles d'existence. Le château le plus puissant de France n'a jamais été une place forte. Il en a seulement pris l'apparence. Au XVIe siècle, la supercherie est volontaire et tout le monde la comprend. L'artillerie a rendu les châteaux forts obsolètes depuis au moins 2 générations. Un boulet de canon traverse un mur de pierre en quelques secondes. Les tours rondes, les créneaux, les machicoulis ne protègent plus personne. Les princes qui veulent se défendre construisent désormais des bastions en étoile, bas, enterrés, anguleux, le contraire de Chambord. Si François Ier choisit les formes médiévales, ce n'est pas par archaïsme, c'est par calcul. Le donjon, les tours, le fossé sont des citations. Ils disent « Le roi de France descend des chevaliers ». Sa puissance est ancienne, légitime, enracinée dans les siècles. Chambord ne défend pas un territoire, il défend une idée. Le donjon mesure 44 mètres de côté. Chacun de ses 4 étages occupe une surface d'environ 1936 mètres carrés, l'équivalent d'un terrain de handball. Les 4 tours d'angle, parfaitement circulaires, s'accrochent au coin du carré avec une régularité géométrique qui n'a rien de médiéval. Dans un vrai château fort, les tours sont disposées de manière pragmatique, en fonction du terrain et des angles de tir. À Chambord, elles obéissent à un plan abstrait, symétrique, intellectuel. Le bâtiment n'est pas né de la guerre, il est né de la géométrie. La pierre craque sous le soleil de l'après-midi. Le tuffeau, ce calcaire tendre extrait des carrières de la vallée de la Loire, est d'un blanc crémeux qui vire au doré quand la lumière rasante de la fin du jour le frappe de côté. De près, sa surface révèle un grain fin, presque soyeux, dans lequel le ciseau du sculpteur a taillé des détails d'une précision qui confine à l'orfèvrerie. Mais de près aussi, on voit les cicatrices, des plaques de pierre qui s'effritent, des écailles qui se détachent, des cavités là où la pluie et le gel ont rongé la roche. Le tuffeau est le paradoxe de Chambord, un matériau qui permet la beauté la plus fine et qui, en même temps, se détruit. Ce paradoxe accompagne le château depuis sa naissance. La pierre, abondante dans la région, se taille aussi facilement que du bois frais. Les sculpteurs du XVIe siècle pouvaient y ciseler des colonnes, des pilastres, des chapiteaux, des frises, avec une aisance impossible dans le granit ou le grès. C'est le tuffeau qui a permis l'exubérance du décor de Chambord, les 800 chapiteaux sculptés, les lucarnes ouvragées, les corniches, les médaillons. Mais le tuffeau est poreux, il absorbe la pluie, gèle en hiver, éclate au dégel. Le château est en réparation permanente depuis le XVIe siècle. En 1890, la partie supérieure du lanternon a été déposée et remplacée. En 1995, ce sont les arcs-boutants qui ont dû être refaits. Les pièces d'origine, soigneusement conservées, sont aujourd'hui visibles dans un musée installé dans l'une des tours de l'enceinte, un musée de l'œuvre, où l'on expose les fragments du château que le château lui-même a rejetés. Au-dessus du tuffeau blanc, le toit. Et le toit de Chambord est fait d'un matériau radicalement différent, l'ardoise bleutée de Touraine, sombre, dense, imperméable, qui tranche sur la blancheur de la pierre avec un contraste si net qu'il donne au château son identité visuelle,
ce jeu de blanc et de bleu-gris que l'on reconnaît à des kilomètres. L'ardoise ne vieillit pas comme le tuffeau. Elle noircit à peine, résiste au gel, protège la charpente. La rencontre de ces deux matériaux, l'un éphémère, l'autre durable, l'un qui s'effrite sous les doigts, l'autre qui défie les siècles, résume la condition de Chambord, un bâtiment à la fois fragile et indestructible, qui se décompose par fragments sans jamais s'effondrer. À l'intérieur, le regard se lève et ne redescend plus. Les plafonds des salles en croix, au deuxième étage, sont couverts de voûtes à caissons, des compartiments de pierres rectangulaires creusés dans le plafond, alignés en rangées régulières, chacun portant un motif sculpté, et ces motifs racontent une histoire. Ici, la lettre F couronnée, le monogramme du roi. Là, la salamandre, l'emblème personnel de François Ier, cet animal que la légende disait capable de vivre dans le feu. La salamandre porte une devise en latin, dont la traduction éclaire le programme entier du château. Je nourris le bon feu et j'éteins le mauvais. Le roi se présente en gardien de la flamme, protecteur du juste, destructeur du mal. Chaque caisson est une affirmation politique. Les spécialistes ont compté les salamandres de Chambord. Le chiffre varie selon les sources, de 300 à plus de 800. Mais un détail surprend davantage que le nombre. Aucune salamandre n'est identique à une autre. Certaines sont ailées, d'autres couvertes d'étoiles, d'autres encore crachent des flammes ou les avalent. Certaines tournent à gauche, d'autres à droite. Certaines sont placides, d'autres semblent en mouvement. Cette variété n'est pas un caprice de sculpteur. François Ier avait conçu le décor de son château comme un texte, chaque salamandre portant un message distinct, lisible pour qui connaissait le code. Les contemporains du roi étaient sensibles à cette écriture en pierre. Ils la déchiffraient comme on lit un livre, en parcourant les salles dans un ordre précis, en levant les yeux de caisson en caisson. Ce cheminement symbolique à travers l'architecture est un art que le XVIe siècle pratiquait avec passion et que les siècles suivants ont oublié. Un autre motif revient dans les caissons, un nœud formé de 8 boucles entrelacées, l'emblème de Louise de Savoie, mère de François Ier. Sa présence dans le décor de Chambord n'est pas anodine. Louise de Savoie a joué un rôle politique considérable dans le règne de son fils. C'est elle qui a exercé la régence pendant ses absences, y compris pendant sa captivité en Espagne. Le nœud à 8 boucles, alternant avec le F couronné et la salamandre, inscrit la mère dans le programme dynastique du château. Chambord ne célèbre pas un roi seul, il célèbre une lignée. La lumière, à l'intérieur, est paradoxale. Les fenêtres du château sont grandes, des fenêtres à meneaux dans le style de la Renaissance italienne, conçues pour laisser entrer le jour. Mais l'épaisseur des murs, 120 cm dans le donjon, crée des embrasures si profondes que la lumière y pénètre de biais, filtrée, atténuée. Les salles ne sont jamais franchement éclairées. Elles baignent dans une pénombre dorée qui change d'heure en heure, de saison en saison. L'été, un rayon de soleil traverse une embrasure et découpe sur le sol un rectangle éblouissant, pendant que le reste de la pièce reste dans l'ombre. L'hiver, la lumière est si faible que les salamandres des plafonds disparaissent dans l'obscurité, comme si le château avalait ses propres symboles. Et il fait froid. Les 282 cheminées de Chambord, le chiffre attesté par les sources les plus fiables, malgré la légende tenace qui en compte 365, une par jour de l'année, n'ont jamais suffi à chauffer les salles. Leurs dimensions sont colossales, certaines sont assez vastes pour qu'un homme s'y tienne debout. Mais la chaleur se perd dans des volumes démesurés, aspirés par les plafonds à caissons de 6 mètres de hauteur, dissipés par les courants d'air qui traversent les longs couloirs en croix. Le château a été conçu pour être vu, pas pour être habité. Ses proportions sont celles d'un monument, pas celles d'une demeure. Les loggias à l'italienne, ouvertes sur l'extérieur dans la tradition des palais de Lombardie, laissent pénétrer la brise humide de la Sologne, agréable en mai, glaciale en novembre. François Ier avait rapporté d'Italie un vocabulaire architectural pensé pour le climat méditerranéen et l'avait plaqué sur un marécage du centre de la France. La beauté y a gagné, le confort y a perdu. 440 pièces, et pas un seul occupant permanent. Ce chiffre, ce vide, ce silence dans un édifice bâti pour la grandeur, c'est le cœur du paradoxe de Chambord. Le plan en croix grecque, emprunté à l'architecture sacrée, place le roi au centre d'un dispositif symbolique aussi rigoureux que celui d'une cathédrale. Les formes médiévales, donjons, tours, fossés,
enracine cette sacralité dans l'histoire dynastique. Les salamandres transforment les murs en manifestes politiques. Chaque décision architecturale est un argument, chaque ornement est une phrase, chaque salle est un chapitre. Mais personne ne lit ce texte au quotidien. Le roi lui-même n'y passe que quelques semaines dans toute sa vie. Le château est un discours prononcé devant une salle vide. Le 24 février 1525, l'armée française est anéantie sous les murs de Pavie, en Lombardie. François Ier, qui combattait au premier rang comme l'exigeait son idéal chevaleresque, est désarçonné, blessé au visage et à la main, cerné par des arquebusiers espagnols. Il se rend à Charles de Lannoy, vice-roi de Naples. Le roi de France est prisonnier de Charles Quint, empereur du Saint-Empire. C'est la première capture d'un roi de France sur un champ de bataille depuis 169 ans, depuis Jean II à Poitiers. L'humiliation est absolue. À Chambord, le chantier s'arrête. Les murs du donjon affleurent à peine au-dessus du sol après 6 ans de travaux. Les fondations ont englouti l'essentiel des fonds. Les ouvriers se dispersent. Le marécage reprend ses droits sur les abords du chantier. Personne ne sait si le roi reviendra, ni si le château sera jamais achevé. C'est la seule interruption que Chambord connaîtra en 5 siècles d'existence. François Ier est transféré à Madrid. Sa captivité dure 13 mois. Les conditions ne sont pas celles d'un cachot. Il est logé dans une tour de l'Alcazar, traité avec les égards dus à son rang. Mais il est enfermé, impuissant, dépendant du bon vouloir de son ennemi. Charles Quint exige un prix exorbitant pour sa libération. Le traité de Madrid, signé le 14 janvier 1526, impose à la France la cession de la Bourgogne, de la Flandre, de l'Artois et du duché de Milan. François renonce à toute prétention sur l'Italie, le rêve qui avait déclenché la construction de Chambord. Et il y a une dernière clause, la plus cruelle. Pour garantir le respect du traité, le roi doit livrer ses 2 fils aînés en otage. Le 17 mars 1526, sur la rivière Bidassoa, à la frontière entre la France et l'Espagne, un échange a lieu. 2 barques se croisent au milieu du cours d'eau. Dans l'une, le roi de France, libre. Dans l'autre, le dauphin François, 8 ans, et le duc d'Orléans, Henri, 7 ans, livrés aux Espagnols. Les enfants traversent vers l'Espagne. Le père traverse vers la France. Les chroniqueurs rapportent que le roi, sitôt pied à terre, sauta sur un cheval turc et galopa vers Bayonne sans se retourner. Les 2 princes passeront 4 ans en captivité. 4 années dans des forteresses espagnoles, d'abord à Madrid, puis dans des conditions de plus en plus dures, chambres sombres, nourriture médiocre, isolement. Les négociations pour leur libération traînent. La rançon demandée est de 2 millions d'écus d'or, une somme astronomique, équivalente à plusieurs années de revenus du royaume. La France ne peut pas payer immédiatement. Il faudra des années de tractations, d'emprunts, de pression diplomatique pour réunir la somme. Les enfants ne reviendront qu'en 1530, amaigris, vieillis, marqués par l'épreuve. Le dauphin François ne s'en remettra jamais. Il mourra 6 ans plus tard, à 18 ans. Pendant ce temps, les pierres montent à Chambord. Dès septembre 1526, 6 mois après sa libération, et alors que ses fils sont toujours en Espagne, François Ier relance le chantier. Il ne se contente pas de reprendre les travaux interrompus, il agrandit le projet. Le donjon seul ne suffit plus. Le roi ordonne l'ajout de 2 ailes latérales, l'une pour ses appartements privés, l'autre pour la chapelle royale, et d'une enceinte basse formant une cour d'honneur. Le nombre d'ouvriers passe à 1800. Les charrettes de tuffeau reprennent la route depuis le port de Saint-Dié. Le budget explose. Chambord, qui devait être un pavillon de chasse monumental, devient un palais. L'eau des douves est noire, immobile, couverte d'un film de pollen au printemps, de feuilles mortes à l'automne. Les murs qui s'élèvent au-dessus du fossé sont d'une blancheur crue contre le ciel gris de Sologne. Depuis la rive opposée, le chantier ressemble à un organisme vivant. Des échafaudages de bois grimpent sur les façades, des grues à roues pivotent lentement, des fils d'hommes portent des blocs de pierre taillés sur des civières. Le bruit est celui d'une ville. Marteaux, scies, cris, grincements de poulies. 1800 hommes travaillent, mangent, dorment sur le site. Il n'y a pas de village à proximité. Toute la nourriture, tout le matériel, tout le bois d'échafaudage arrive de l'extérieur. L'argent qui finance ce chantier colossal ne vient pas d'un trésor inépuisable. La guerre d'Italie a ruiné les finances du royaume. La rançon des princes pèse sur le budget. Chaque livre investi dans Chambord est une livre qui ne sert pas à racheter les enfants du roi.
Les historiens ont longtemps débattu de cette arithmétique cruelle. François Ier a-t-il délibérément sacrifié le confort de ses fils à la gloire de son château? La réponse est plus complexe qu'un choix entre la pierre et le sang. La rançon n'était pas une dépense que le roi pouvait simplement décider de payer. C'était l'objet d'une négociation diplomatique qui impliquait des dizaines d'acteurs, des conditions politiques, des garanties territoriales. Accélérer le paiement n'était pas seulement une question d'argent, mais de rapport de force. En revanche, la construction de Chambord était entièrement sous le contrôle du roi, et le message qu'elle envoyait à l'Europe était limpide. La France n'est pas affaiblie. La France construit. Ce message atteint sa cible 13 ans plus tard. En décembre 1539, Charles Quint traverse la France. L'empereur, en route vers les Flandres pour réprimer une révolte à Gand, a besoin d'un passage sûr à travers le territoire français. François Ier lui accorde et saisit l'occasion. Le 18 décembre, Charles Quint arrive à Chambord. La réception est somptueuse. Le château, dont le donjon est désormais achevé avec ses tours, ses terrasses et son escalier, est illuminé de torches. La cour de France déploie un faste calculé. Banquets, chasses, spectacles. François guide personnellement son ancien geôlier à travers les salles, les escaliers, les terrasses. L'effet est dévastateur. Charles Quint, empereur de la moitié de l'Europe, maître des Amériques, habitué au palais d'Espagne et des Flandres, est subjugué. Il prononce une phrase que les chroniqueurs français s'empresseront de consigner et que les siècles suivants ne cesseront de citer. L'empereur qualifie Chambord de sommaire de ce que peut effectuer l'industrie humaine, le résumé de tout ce que le travail humain peut accomplir. Ce n'est pas un compliment mondain, c'est un aveu de défaite. Le roi prisonnier de Pavie a pris sa revanche, non pas sur un champ de bataille, mais dans la pierre. La scène contient une ironie que François Ier savoure certainement. En 1526, il avait cédé à Charles Quint des provinces, des villes, ses propres enfants. En 1539, c'est Charles Quint qui traverse la France en solliciteur, dépendant de la bonne volonté de son ancien prisonnier. Et le bâtiment qui incarne ce renversement est celui que François a continué de construire pendant que ses fils languissaient dans les prisons espagnoles. Le calcul politique s'est avéré juste. Le château a fait ce qu'aucune armée n'avait pu faire. Il a impressionné l'empereur. Il y a dans l'histoire de Chambord une inscription que la tradition attribue à François Ier. Le roi aurait gravé sur un carreau de vitre de sa chambre, avec la pointe d'un diamant, 2 vers devenus proverbaux. Le vers n'a pas survécu, mais la phrase, elle, a traversé les siècles. La femme est inconstante, et bien fou celui qui s'y fie. On ignore la circonstance exacte, une déception amoureuse, un accès de mélancolie, un geste de désœuvrement lors d'un séjour de chasse. Mais le fait qu'un roi choisisse de graver sa pensée sur une vitre, dans un château où chaque mur porte déjà sa marque, dit quelque chose de la relation intime entre François et Chambord. Ce n'est pas un bâtiment qu'il possède, c'est un bâtiment dans lequel il se projette, sur lequel il écrit, à travers lequel il parle au monde. François Ier meurt le 31 mars 1547, à l'âge de 52 ans. Le décompte final des travaux s'élève à 444 070 livres. Le château n'est pas terminé. Chambord est un chef-d'œuvre inachevé, grandiose dans ce qu'il montre, béant dans ce qu'il laisse en suspens. Au total, le roi a passé dans son château entre 42 et 72 jours, selon les sources, quelques semaines réparties sur 32 années de règne. 42 à 72 jours dans 440 pièces. Moins de temps qu'il n'en faut pour visiter chacune d'entre elles. François Ier n'a pas construit Chambord pour y vivre. Il l'a construit pour que le monde le voie. Et le monde l'a vu. Charles Quint l'a vu. L'Europe entière l'a vu. Et 5 siècles plus tard, 1 million de visiteurs par an continuent de le voir. Ce château bâti par un roi prisonnier, financé pendant que ses fils étaient otages, dressé sur un marécage pour prouver que la pierre pouvait être plus puissante que l'épée. La chapelle n'a pas de toit. Pendant 1 siècle et demi, la pluie tombe sur l'autel. La neige recouvre les dalles. Le vent s'engouffre entre les murs comme dans une cour. L'aile occidentale de Chambord, celle que François Ier destinait au culte royal, reste à ciel ouvert de 1547 à 1685. 138 ans. Le temps que 4 rois se succèdent, sans qu'aucun juge nécessaire de couvrir la maison de Dieu dans le plus grand château de France.
C'est le signe le plus éloquent de ce qui arrive à Chambord après la mort de son créateur, l'abandon. Non pas un abandon brutal, le château ne tombe pas en ruine, mais un désintérêt progressif, un éloignement, un oubli poli. Chambord est trop loin de Paris, trop grand pour être entretenu sans les ressources d'un chantier permanent, trop froid pour y séjourner confortablement, trop personnel pour qu'un successeur s'y reconnaisse. Le château qui devait impressionner l'Europe devient, en quelques décennies, un problème que personne ne veut résoudre. Le donjon est achevé. L'aile orientale, celle des appartements royaux, est terminée depuis 3 ans. Mais tout le reste est en suspens. Les communs de l'enceinte basse sont montés jusqu'à l'entablement, puis abandonnés. Les façades attendent leurs derniers ornements. Le plan global du château est fixé. Personne ne le modifiera au cours des siècles suivants, comme si la perfection géométrique de l'ensemble interdisait toute intervention d'ampleur. Un discours interrompu au milieu d'une phrase. Henri II, fils de François Ier, poursuit quelques travaux. Il fait construire le deuxième étage de l'aile occidentale et commence la couverture de la chapelle. Mais son attention est ailleurs, à Fontainebleau, à Annay, auprès de Diane de Poitiers. Henri II meurt en 1559, tué par un éclat de lance lors d'un tournoi. Ses 3 fils lui succèdent tour à tour, François II, Charles IX, Henri III, dans un royaume déchiré par les guerres de religion. La France brûle, protestants et catholiques s'entremassacrent de 1562 à 1598. Chambord, isolé dans ses forêts de Sologne, n'intéresse plus personne. L'herbe pousse entre les dalles de la cour d'honneur. Le tuffeau, privé d'entretien, commence à s'écailler sur les façades exposées au nord. Les toitures de l'enceinte basse fuient. Les appartements royaux, jamais meublés de façon permanente, la cour itinérante transportait son mobilier de château en château au gré de ses déplacements, sont des enfilades de pièces vides où l'écho des pas se perd dans des volumes trop grands pour un seul marcheur. Les douves, alimentées par le causson, stagnent et nourrissent les moustiques que la Sologne produit en abondance. Le domaine, sans garde forestier en nombre suffisant, se dégrade lentement. Chambord n'est plus un manifeste, c'est un monument que le temps commence à grignoter. Et dans la chapelle, la pluie continue de tomber. Directement sur l'autel, directement sur les dalles. L'eau s'infiltre dans la maçonnerie, gèle en hiver, fait éclater les joints. Les murs de la chapelle, ouverts au ciel, deviennent une cour intérieure involontaire, un jardin de pierre où la mousse pousse entre les blocs de tuffeau et où les oiseaux nichent dans les anfractuosités des murs. Ce spectacle, une chapelle royale transformée en ruine à ciel ouvert au cœur du plus grand château de France, résume mieux que tout discours le destin de Chambord après François Ier. Le roi avait voulu un temple à sa gloire. Ses héritiers n'ont même pas couvert l'autel de Dieu. Le premier homme à interrompre cette dérive est un prince en disgrâce. En 1639, Louis XIII donne le comté de Blois et le château de Chambord à son frère cadet, Gaston d'Orléans. Le geste n'est pas une récompense, c'est une relégation. Gaston a passé sa vie à conspirer contre Richelieu, à fomenter des complots, à soutenir des révoltes. Chaque fois, il a été pardonné. Le sang royal protège, mais écarté du pouvoir. Chambord est sa prison dorée, un château immense, magnifique et inhabitable, au milieu des marais. Pour un prince ambitieux privé de toute influence, c'est un exil à la mesure de ses ambitions déçues. Gaston d'Orléans fait ce qu'aucun roi n'avait fait depuis le fondateur. Il s'occupe de Chambord. Il répare les toitures qui menacent de s'effondrer. Il restaure les voûtes endommagées par les infiltrations. Il fait remplacer les pierres rongées par les cycles du gel. Il remet en état les charpentes, dont certaines, notamment celles du maître charpentier Mogin Bonneau, posées en 1534, ont traversé un siècle sans intervention. Et surtout, il achève l'enceinte du parc, ce mur de pierre qui court sur 32 km autour du domaine, haut de 3,25 m, percé de 6 portes. 32 km, c'est plus long que la muraille qui entourera Berlin au XXe siècle. Le mur de Chambord délimite un territoire de 5440 hectares, la superficie de Paris intramuros. C'est le plus grand parc forestier clos d'Europe. Il l'est encore aujourd'hui. Le vent dans les chênes centenaires du parc, le craquement des branches sous le poids d'un cerf qui traverse une clairière, l'odeur de la terre mouillée après la pluie mêlée à celle des fougères. Le mur court au loin entre les arbres, rectiligne, gris, impénétrable, une frontière de pierre au milieu de la forêt qui sépare le domaine royal du monde extérieur. À l'intérieur de cette enceinte,
Des centaines de cerfs, de biches, de sangliers vivent en liberté surveillée. Le parc de Chambord n'est pas un jardin, c'est une réserve de chasse à l'échelle d'une ville, un territoire sauvage enclos dans un écrin de maçonnerie, où la nature règne sous le contrôle lointain de la couronne. Gaston meurt en 1660. Grâce à lui, Chambord a survécu à son siècle d'abandon. Le château n'est pas restauré. Il faudrait des moyens considérables pour le remettre dans l'état voulu par François Ier. Mais il est stabilisé. Les toitures tiennent, les murs sont consolidés, le parc est clos. L'édifice peut attendre, et il n'attendra pas longtemps. Le règne qui s'ouvre est celui d'un roi qui comprend, comme François Ier l'avait compris avant lui, que la pierre est un instrument de pouvoir. Ce roi s'appelle Louis XIV, et il a des projets pour Chambord. Louis XIV arrive à Chambord pour la première fois au début des années 1660. Il a 22 ans, il vient de prendre le pouvoir en main après la mort de Mazarin, et il cherche dans chaque château de France le reflet de sa propre grandeur. Versailles n'est encore qu'un pavillon de chasse hérité de son père. Le grand projet qui en fera le centre du monde est à peine esquissé. En attendant, le roi Soleil fait le tour de ses domaines et Chambord l'arrête. Ce qui frappe Louis XIV, ce n'est pas l'état du château. Il est délabré, inconfortable, glacial. C'est son potentiel. Le donjon colossal, les tours, les terrasses, le parc de 5440 hectares, tout cela constitue un décor prêt à être mis en scène. Louis comprend ce que François Ier avait compris un siècle et demi plus tôt. Chambord n'est pas un lieu de vie, c'est un lieu de représentation. Le roi n'a pas besoin d'y dormir, il a besoin d'y régner. Les travaux commencent. Jules Hardouin-Mansart, l'architecte qui construira bientôt la Galerie des Glaces et la chapelle de Versailles, reçoit la commande de terminer ce que 4 générations de rois ont laissé en suspens. La chapelle royale, ouverte au ciel depuis 138 ans, reçoit enfin sa voûte et sa charpente. L'aile occidentale est complétée, des écuries sont construites à l'extérieur de l'enceinte, capables d'accueillir 1200 chevaux, un chiffre qui dit tout du rapport de Louis XIV à Chambord. Le roi ne vient pas seul, il vient avec sa cour, ses musiciens, ses comédiens, ses gardes, ses cuisiniers, ses chevaux. Chambord reçoit des centaines de personnes d'un coup, pour des séjours brefs et intenses, concentrés sur la saison de la chasse, à l'automne, quand les cerfs brament dans la forêt et que les températures sont encore supportables. Hardouin-Mansart intervient aussi à l'intérieur. Au premier étage du donjon, il rompt pour la première fois la stricte symétrie du plan en croix grecque. Les 4 salles du vestibule nord, jusque-là séparées, sont réunies en enfilade pour former un appartement de parade, le logis du roi. Des boiseries dorées, des étoffes précieuses, des cheminées à encadrement de marbre transforment ces salles austères en espaces habitables. C'est un compromis entre l'idéal géométrique de François Ier et les exigences pratiques du XVIIe siècle. Le plan sacré du donjon, cette croix grecque qui plaçait l'escalier au centre, comme un autel, est entamé pour la première fois. Mais le geste est calculé. Hardouin-Mansart ne détruit pas la structure, il l'adapte. Les voûtes à caissons avec leurs salamandres restent intactes au-dessus des nouvelles boiseries. François Ier regarde du plafond pendant que Louis XIV vit au-dessous. Le causson est partiellement canalisé. Un premier jardin à la française est tracé devant la façade sud. Des parterres géométriques, des allées de gravier, des broderies de buis taillés. Le canal qui alimente les douves est élargi. Chambord commence à ressembler, de loin, à ce que deviendra Versailles, un paysage domestiqué autour d'un monument de pierre. Mais les moyens ne sont pas les mêmes. Louis XIV investit dans Chambord, mais il ne s'y investit pas. Versailles absorbe l'essentiel de son ambition architecturale. Chambord reste un décor secondaire, somptueux, impressionnant, mais secondaire. Un soir d'octobre, la lumière des bougies. Des centaines de flammes fichées dans des girandoles de bronze qui font danser des ombres sur les caissons du plafond et allument des reflets fauves dans les dorures des boiseries neuves. 400 courtisans en habits de soie, entassés dans une salle du premier étage aménagée en théâtre. L'air est chaud, pour une fois, à cause de la masse humaine et des flammes. L'odeur de la cire fondue se mêle à celle des parfums et de la poudre. Sur une scène improvisée, 2 hommes s'apprêtent à créer un chef-d'œuvre. Le 14 octobre 1670, Molière et Lully donnent la première représentation du bourgeois gentilhomme dans les murs de Chambord. La pièce est une commande de Louis XIV. L'année précédente, l'ambassadeur du sultan ottoman Soliman Aga
avait été reçu à Versailles avec un faste considérable. L'ambassadeur avait affiché un mépris souverain pour la cour de France, insensible aux ors, indifférent au spectacle, dédaigneux du protocole. Louis XIV, humilié, avait exigé un ballet turc ridicule pour se venger. Molière et Lully avaient fait mieux. Ils avaient écrit une comédie-ballet en 5 actes, un spectacle total mêlant théâtre, musique, danse et satire, dont le final, la cérémonie turque où Monsieur Jourdain est fait mamamouchi, était d'une drôlerie si féroce que personne dans la salle n'osait rire avant le roi. Molière, 48 ans, joue lui-même le rôle de Monsieur Jourdain, ce bourgeois enrichi qui rêve d'être gentilhomme, personnage pathétique et attachant dont le ridicule touche à l'universel. Lully, grimé en grand mufti, danse et chante dans un faux turc inventé pour l'occasion. Pierre Beauchamp règle les ballets. Carlo Vigarani conçoit les décors. Le chevalier Darvieux, qui a voyagé en Orient, fournit les détails des costumes turcs. Tout ce que la France compte de talents créatifs est réuni dans une salle de Chambord, un soir d'automne, pour divertir un roi blessé dans son orgueil. Après la représentation, le silence. Louis XIV ne dit rien, pas un mot, pas un regard d'approbation. Molière, qui connaît les humeurs du roi, attend. La troupe attend. Les courtisans attendent. Un jour passe, 2 jours, 3, 4, 5 jours de silence royal. Molière vit dans l'angoisse. Un désaveu du roi signifierait la fin de sa carrière à la cour. Enfin, le 5e jour, Louis fait appeler le comédien et lui confie qu'il a trouvé la pièce excellente. La cour se détend. La pièce sera rejouée à Chambord les 16, 20 et 21 octobre, puis à Saint-Germain-en-Laye en novembre. Les Parisiens la découvriront au théâtre du Palais Royal le 24 novembre. Le bourgeois gentilhomme deviendra l'une des œuvres les plus jouées de la langue française, née dans les murs d'un château de Sologne, un soir où un roi voulait qu'on se moque d'un ambassadeur turc. Louis XIV séjourne 9 fois à Chambord en 25 ans. Après 1685, il n'y revient plus. Versailles est terminé. Le centre du pouvoir s'est déplacé vers l'ouest de Paris, et Chambord retombe dans cette torpeur qui est son état naturel, trop grand, trop loin, trop froid, pour quiconque n'a pas les ressources d'un roi bâtisseur. Les occupants suivants sont des hôtes de circonstance. De 1725 à 1733, c'est Stanislas Leszczynski qui vit à Chambord, un roi sans royaume. Ancien souverain de Pologne, chassé de son trône par les Russes et les Saxons, beau-père de Louis XV par sa fille Marie, Stanislas reçoit le château comme résidence d'exil. Le vieux monarque déchu erre dans les 440 pièces avec une petite cour de fidèles polonais. Chambord, palais de la puissance, abrite un prince de l'impuissance, un roi qui n'a plus de pays, logé dans un château qui n'a jamais eu de maître permanent. Puis vient un homme d'une toute autre nature. En 1745, Louis XV offre Chambord au maréchal de Saxe, en récompense de sa victoire à Fontenoy, la plus éclatante victoire française de la guerre de succession d'Autriche. Maurice de Saxe est un personnage hors norme. Fils naturel de l'électeur de Saxe-Auguste le Fort, aventurier, séducteur, génie militaire, il est capable, dit-on, de briser un fer à cheval entre ses mains. Le cadeau royal est ambigu. Le château est glacial, délabré, infesté de moustiques. Maurice s'en moque. Il s'installe à Chambord avec l'énergie d'un conquérant qui occupe une place forte. En 2 ans, il transforme le domaine. Il fait caserner 3 régiments de cavalerie dans le parc, dont son propre régiment de volontaires. 1000 cavaliers aux uniformes chamarrés, parmi lesquels une brigade montée sur des chevaux blancs. Il achève les écuries commencées par Ardouin-Mansart et y installe un haras royal. Il fait construire un théâtre au 2e étage du donjon. Il organise des chasses, des spectacles, des banquets. Il jouit des droits de justice seigneuriale et fait, dit-on, pendre certains de ses soldats pour manquement à la discipline. Chambord, pour la première et dernière fois de son histoire, est véritablement habité par un guerrier fantasque qui rêve de se faire attribuer la souveraineté de Madagascar et qui reçoit ses invités en faisant parader ses régiments dans la cour d'honneur. Le 30 novembre 1750, Maurice de Saxe meurt à Chambord, à 54 ans. La cause exacte reste discutée. Un duel avec le prince de Conti, selon la légende, une pneumonie, selon la médecine. Protestant dans un royaume catholique, il ne peut être inhumé dans une église royale. Son corps est embaumé dans le château,
sur une grande table de pierre au rez-de-chaussée qui existe encore aujourd'hui. Puis le cercueil prend la route de Strasbourg, où Louis XV commande à Jean-Baptiste Pigalle un mausolée monumental dans l'église protestante Saint-Thomas, un chef-d'œuvre de sculpture funéraire où la mort tend un sablier au maréchal, tandis que la France, en pleurs, tente de le retenir. Par sa fille naturelle, Marie-Aurore de Saxe, le maréchal est l'arrière-grand-père de George Sand. La grande romancière du XIXe siècle descend de l'homme qui a fait vivre Chambord plus intensément que quiconque, en 5 ans de tapage, de cavalcade et de fêtes, coincé entre des siècles de silence. Après Maurice de Saxe, les salles retombent dans le vide. Les salamandres regardent, du plafond, des pièces que personne ne traverse. Le château entre dans sa longue traversée du silence. 40 ans sans maître, sans projet, sans avenir, jusqu'à ce que la Révolution vienne frapper à ses portes. En 1792, la Révolution arrive à Chambord. Elle n'arrive pas sous la forme d'une armée ni d'un incendie. Elle arrive sous la forme d'un inventaire. Des commissaires de la République se présentent au château avec des listes, des registres et un ordre. Recenser, évaluer et vendre tout le mobilier royal. Le bâtiment lui-même, trop vaste pour être détruit, trop isolé pour être converti, est déclaré propriété nationale. Mais ce qu'il contient, meubles, tapisseries, boiseries, objets d'art, est dispersé aux enchères. En quelques mois, Chambord est vidé. Les salles, qui n'avaient jamais été véritablement meublées de façon permanente, perdent le peu qu'elles possédaient. Les cheminées colossales chauffent des pièces où il n'y a plus rien à chauffer. Un épisode, transmis par la tradition, illustre ce moment avec une précision presque théâtrale. Un commissaire révolutionnaire reçoit l'ordre de détruire les emblèmes royaux qui ornent le château, les monogrammes, les couronnes, les fleurs de lys. C'est une consigne appliquée dans toute la France. À Notre-Dame de Paris, les statues des rois de Juda sont décapitées parce qu'on les prend pour des rois de France. À Saint-Denis, les tombeaux royaux sont ouverts et les ossements jetés dans une fosse commune. À Chambord, le commissaire entre dans les salles du donjon, lève les yeux vers les plafonds à caissons et comprend l'ampleur de la tâche. Des centaines de salamandres sculptées couvrent les voûtes, entrelacées de monogrammes et de couronnes. Elles sont partout, sur les plafonds, au-dessus des cheminées, dans les embrasures des fenêtres, sur les façades extérieures. Selon le récit, le commissaire renonce. Le travail est trop colossal. Il faudrait des semaines, des dizaines d'ouvriers, des échafaudages dans chaque salle. Les salamandres de François Ier survivent à la Révolution parce qu'elles sont trop nombreuses pour être effacées. Le récit est peut-être embelli. Il est plausible. Dans tout le château, les emblèmes royaux sont intacts, fait rare pour un monument de cette importance. Aucune salamandre n'a été martelée, aucun monogramme n'a été gratté, aucune fleur de lys n'a été arrachée. La masse même du décor l'a protégé. Chambord a été sauvé par son excès. Mais le bâtiment, lui, souffre. Sans entretien, sans occupant, sans budget, le château se dégrade. Les toitures fuient, le tuffeau s'écaille. Les boiseries installées par certains résidents, notamment dans les appartements du maréchal de Saxe, sont arrachées et utilisées comme bois de chauffage lors des hivers rigoureux. Les fenêtres se brisent et ne sont pas remplacées. Le vent et la pluie pénètrent dans les salles. Le Cosson, dont le canal n'est plus entretenu, déborde périodiquement et inonde les abords du château. Chambord entre dans le XIXe siècle comme il était entré dans le XVIe, cerné par les eaux, à moitié abandonné, attendant qu'une volonté humaine lui donne un sens. Napoléon fournit la première réponse, et elle est décevante. En 1809, l'empereur offre Chambord au maréchal Berthier, prince de Wagram, en récompense de ses victoires militaires. C'est un cadeau empoisonné, le même cadeau empoisonné que Louis XV avait fait au maréchal de Saxe 60 ans plus tôt. Berthier n'a ni l'argent ni l'envie de restaurer un château de 440 pièces au milieu des marais. Il y fait un court séjour et n'y revient pas. Sa veuve demande rapidement l'autorisation de vendre. Chambord est trop grand pour un maréchal, trop coûteux pour un particulier, trop symbolique pour être démoli. Il est, au sens propre, un monument sans usage. En 1821, une solution inattendue émerge. Une souscription nationale est lancée pour offrir le château au duc de Bordeaux, petit-fils du roi Charles X, né l'année précédente. Le succès est fulgurant. Des dizaines de milliers de Français, royalistes fervents pour la plupart, contribuent à l'achat.
Le petit prince reçoit Chambord comme cadeau de naissance. Il est peut-être le seul enfant au monde à posséder un véritable château avant de savoir marcher. Il prendra plus tard le titre qui en découle, comte de Chambord. Mais les événements politiques se précipitent. En 1830, la Révolution de Juillet chasse Charles X du trône. Le duc de Bordeaux, âgé de 10 ans, part en exil avec sa famille. Il ne verra pas son château avant 41 ans. Pendant 4 décennies, il vivra en Écosse, à Prague, au château de Frosdorf en Autriche, partout sauf en France, partout sauf à Chambord. Il administre son domaine à distance, par l'intermédiaire d'un régisseur, finançant des campagnes de restauration sans jamais poser le pied sur le seuil de la propriété qui porte son nom. La brume de novembre sur la Sologne. Les arbres du parc ont perdu leurs feuilles, et à travers les branches nues, la silhouette blanche du château apparaît comme un dessin à l'encre sur un fond gris. Les douves sont hautes, le causson a débordé, comme chaque automne. Le silence est total, à l'exception du cri d'un héron qui s'envole des roseaux. Il n'y a personne dans le château. Il n'y a personne dans le parc. Chambord est un décor sans acteur, une scène sans pièce, un manifeste que personne ne lit. En 1871, tout change en quelques jours. La France vient de perdre la guerre contre la Prusse. Napoléon III est tombé. La Commune de Paris a été écrasée. Des élections sont organisées en février. Sur 675 sièges, plus de 400 sont remportés par des monarchistes, légitimistes et orléanistes confondus. Pour la première fois depuis 1830, la restauration de la monarchie est une possibilité réelle. Le candidat naturel est Henri d'Artois, comte de Chambord, petit-fils de Charles X, désormais âgé de 51 ans. Les orléanistes, dont le prétendant est le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, acceptent de s'effacer. Le comte de Chambord, sans enfant, montera sur le trône, et à sa mort, le comte de Paris lui succédera. L'accord est conclu, les carrosses de la cérémonie sont commandés. Il ne manque qu'un vote de l'Assemblée, une formalité. Le comte de Chambord franchit la frontière et se rend dans le château qui porte son nom. C'est la première fois de sa vie qu'il voit Chambord. 51 ans d'exil, 41 ans de propriété à distance, et voici l'homme devant le bâtiment. Les chroniqueurs ne décrivent pas sa réaction face à la façade de 156 mètres, aux tours, aux lanternons, aux terrasses. Il ne rapporte pas ses pas dans l'escalier à double révolution, son regard levé vers les salamandres, son souffle dans les salles vides. Ce qu'il rapporte, c'est ce qu'il écrit. Du 3 au 5 juillet 1871, dans les murs de Chambord, le comte rédige un manifeste qu'il fait publier dans le journal L'Union. Le texte est sans ambiguïté. Henri d'Artois refuse d'accepter le drapeau tricolore. Il maintient le drapeau blanc, le drapeau de la monarchie d'Ancien Régime, le drapeau des Bourbons, un emblème que même ses partisans les plus fidèles considèrent comme un vestige du passé. Il écrit qu'il ne laissera pas arracher de ses mains l'étendard d'Henri IV, de François Ier et de Jeanne d'Arc. Il déclare que personne, sous aucun prétexte, n'obtiendra de lui qu'il consente à devenir le roi légitime de la Révolution. L'effet est immédiat et désastreux. Les orléanistes, partisans d'une monarchie constitutionnelle moderne, ne peuvent pas suivre un prince qui rejette le drapeau sous lequel des centaines de milliers de Français sont morts depuis 1789. Le drapeau tricolore n'est pas un tissu, c'est un symbole qui a acquis sa légitimité dans le sang de Valmy, d'Austerlitz, de Verdun. Le refuser, c'est refuser la France telle qu'elle est devenue. L'alliance monarchiste se fracture. Le projet de restauration s'effondre. Le pape Pie IX, informé de l'affaire, aurait prononcé une phrase devenue célèbre. Et tout cela à cause d'une serviette. L'Assemblée, faute de pouvoir installer un roi, proroge le mandat du président de la République, le maréchal de Mac-Mahon, pour 7 ans. La France entre à petits pas dans la Troisième République, un régime provisoire qui durera 69 ans. Un journal de l'époque, Le Siècle, trouva pour le manifeste une formule cruelle. C'est l'esprit des ruines qui parle, dans ce manifeste daté d'une ruine. Le Constitutionnel fut plus précis encore. Pour le comte de Chambord, la société française telle que l'avait faite la Révolution n'existait pas. Le prince, élevé loin de la France, enfermé dans des principes transmis par ses précepteurs royalistes, avait attendu toute sa vie qu'on lui apporte la couronne. Quand elle fut à portée de main, il la refusa, non par lâcheté, mais par fidélité à une idée de la monarchie que la France avait abandonnée depuis longtemps. Le duc de Broglie, l'un des plus éminents royalistes de l'époque, résumera l'épisode avec une amertume intacte. Le premier,
le plus grand, le seul vrai coupable, le véritable auteur de la République, c'est le comte de Chambord. Par 2 fois, ce prince si étrangement aveugle tint la monarchie dans sa main et ne voulut pas l'ouvrir. Le comte quitte Chambord après 10 jours. Il n'y reviendra jamais. Il meurt en exil en 1883 au château de Frosdorf en Autriche. Avec lui s'éteint la branche aînée des Bourbons de France. Le château passe à la famille ducale de Parme, qui le conserve jusqu'en 1930, date à laquelle l'État français le rachète pour 11 millions de francs or. Chambord, bâti comme un manifeste de la puissance royale, est devenu le lieu où la monarchie a renoncé à la France. Le château de François Ier, ce roi qui avait préféré la pierre à ses propres fils, a vu passer un prince qui préférait un drapeau à une couronne. Les murs sont restés les mêmes, les salamandres n'ont pas bougé, le lanternon pointe toujours vers le ciel. Mais le sens du bâtiment a basculé. Ce jour de juillet 1871, le jour où la dernière chance de la monarchie française s'est brisée entre les murs du plus grand château de France. Le 25 août 1939, le musée du Louvre ferme ses portes. L'annonce officielle parle de réparation urgente. C'est un mensonge. Derrière les grilles fermées, dans les galeries vidées de leurs visiteurs, des dizaines d'hommes et de femmes, conservateurs, gardiens, étudiants des beaux-arts, décrochent les tableaux, décèlent les sculptures, emballent les objets les plus précieux de la civilisation occidentale. L'opération a été préparée en secret depuis 7 ans. Son architecte s'appelle Jacques Jaujard. Jaujard est directeur des musées nationaux. C'est un fonctionnaire discret, méthodique, doté d'une qualité rare dans l'administration française. Il croit que le pire est possible. Dès 1932, quand le parti nazi remporte les élections législatives en Allemagne, Jaujard fait établir les premières listes d'œuvres à évacuer. Il lance la recherche de demeures isolées et vastes, capables d'accueillir des milliers de caisses dans des conditions de conservation acceptables. Son regard se tourne naturellement vers la vallée de la Loire et vers un château de 440 pièces que personne n'habite. Chambord s'impose, pour des raisons que François Ier n'aurait jamais imaginées. Ce château, conçu comme un manifeste politique, inhabitable par sa taille et son inconfort, offre exactement ce que Jaujard recherche. Un volume immense, une isolation géographique, une solidité structurelle éprouvée par 4 siècles. Les salles gigantesques, ces mêmes salles que les cheminées n'avaient jamais pu chauffer, peuvent accueillir des centaines de caisses empilées du sol au plafond. L'éloignement de toute grande ville, ce défaut qui avait condamné le château à l'abandon, devient un avantage stratégique. Chambord est invisible depuis des routes principales, caché dans une forêt de 5440 hectares, ceinte d'un mur de 32 km. Le vide, qui avait toujours été la malédiction du château, devient sa vertu. Le 28 août, 3 jours après la fermeture du Louvre, le premier convoi part pour Chambord. Il transporte 50 tableaux exceptionnels. Parmi eux, dans une caisse marquée d'un code que seuls les conservateurs connaissent, se trouve le panneau de bois le plus célèbre du monde. La Joconde voyage sur des brancards munis de suspensions élastiques, calés dans un emballage conçu pour absorber les vibrations de la route. La caisse porte d'abord les initiales MN en noir, Mona numéro. Plus tard, un second code sera ajouté en rouge, LP0, Louvre peinture numéro 0. Le premier tableau de la première collection du monde porte le numéro 0. Il n'y a rien avant lui. Dans les jours qui suivent, le flot s'intensifie. 203 véhicules transportent 1862 caisses depuis Paris. Les caisses sont marquées de signes de couleur selon l'importance de leur contenu. Un cercle jaune pour les pièces de grande valeur, un cercle vert pour les œuvres majeures, un cercle rouge pour les trésors mondiaux. La Joconde porte 3 cercles rouges. Certaines œuvres sont trop grandes pour entrer dans un camion. Le radeau de la Méduse, de Géricault, voyage enroulé sous une couverture. En arrivant à Versailles, étape sur la route de Chambord, le camion qui le transporte accroche un câble électrique et provoque un court-circuit qui plonge tout le quartier dans le noir. La dernière œuvre à quitter le Louvre est la Victoire de Samothrace. La statue ailée, haute de plus de 3 mètres, est descendue de son socle le 3 septembre 1939, le jour même où la France déclare la guerre à l'Allemagne. Tandis que la mobilisation générale vide les rues de Paris, la déesse sans tête glisse sur des rails de bois dans les escaliers du musée, soulevée par des palans, chargés sur un camion bâché. Elle partira vers le château de Valençay. La Joconde, elle, est déjà à Chambord. Les salles du château se remplissent.
Des rangées de caisses s'alignent dans les appartements vides, empilées avec méthode, étiquetées avec soin. Les conservateurs du Louvre s'installent dans les pièces adjacentes, vivant au milieu des chefs-d'œuvre qu'ils protègent. Pierre Chemer, responsable du site, a émis des réserves sur la sécurité de Chambord. Le château est vaste, mais ses fenêtres sont grandes, ses murs de tuffeau sont poreux, et le risque d'incendie dans un bâtiment chargé de caisses en bois est considérable. Il préconise de faire de Chambord un centre de tri, une gare de triage pour les œuvres, qui seraient ensuite réparties vers des dépôts plus petits et plus sûrs. C'est ce qui se produira au fil des mois suivants. La Joconde quittera Chambord pour Louvigny, puis pour l'abbaye de Locdieu, puis pour le château de Montal dans le Lot, où elle sera dissimulée sous un lit. Elle effectuera en tout 10 déplacements entre son départ du Louvre et son retour. Mais Chambord reste le cœur du dispositif. En juin 1940, quand les troupes allemandes entrent dans Paris, le Louvre est presque vide. Le comte Franz von Wolff-Metternich, officier allemand chargé de la conservation du patrimoine artistique français, arrive au musée et ne trouve que des murs nus. Les cadres vides pendent aux cimaises, les socles sont déserts. Jojard a réussi. Au total, 51 convois ont quitté le Louvre vers 11 dépôts répartis dans toute la France. Chambord est le premier d'entre eux, la plaque tournante par laquelle sont passées les collections nationales, les fonds des musées parisiens et des collections privées menacées de saisie. Le volume est colossal. À son pic, en 1944, Chambord abrite 4000 mètres cubes de caisses, le plus important des 83 dépôts utilisés sur l'ensemble du territoire. Les salles du donjon, celles-là même où les salamandres de François Ier regardent depuis les plafonds à caissons, sont transformées en entrepôts. La Vénus de Milo n'est pas à Chambord, elle est à Valençay. Mais des milliers d'autres œuvres y sont stockées. Peintures, sculptures, objets d'art, archives, plans reliefs. Le château qui n'avait jamais abrité de vie permanente abrite désormais la mémoire de la civilisation. L'air est glacial dans les salles. Les conservateurs surveillent la température et l'humidité, inquiets de l'effet du froid soloniaux sur les vernis et les pigments. Les fenêtres à meneaux laissent passer des courants d'air que 4 siècles n'ont pas réussi à colmater. Les nuits sont longues, silencieuses, ponctuées par les rondes des gardiens qui vérifient les scellés des caisses à la lueur d'une lampe torche. Dehors, la forêt est noire. Le parc de 5440 hectares avec ses cerfs et ses sangliers forme un écran naturel autour du château. Personne ne vient. Jusqu'au 22 juin 1944. Ce jour-là, un bombardier américain B-24 Liberator, de retour d'une mission de bombardement contre un aérodrome près de Paris, est touché par la défense antiaérienne allemande. L'appareil perd de l'altitude. L'équipage se prépare à évacuer. Plusieurs membres sautent en parachute au-dessus de la forêt de Chambord. Les 2 pilotes restent aux commandes et posent l'avion sur la pelouse qui s'étend devant la façade sud du château. Cette même pelouse où le canal reflète la silhouette blanche du donjon. Cette même perspective que François Ier avait conçue pour impressionner ses visiteurs. L'avion s'immobilise à quelques centaines de mètres d'un bâtiment qui contient 4000 mètres cubes d'œuvres d'art irremplaçables. Si le bombardier avait pris feu, s'il avait explosé, s'il avait dévié de quelques degrés, la perte aurait été incalculable. Mais l'avion ne brûle pas. Les pilotes en sortent indemnes. Les habitants des environs, au péril de leur vie, cachent les aviateurs américains pendant des mois, les nourrissent, les déplacent de ferme en ferme, jusqu'à ce qu'ils puissent franchir la Loire et rejoindre les lignes alliées. Les œuvres sont intactes. Les salamandres n'ont pas bougé. Les caisses, alignées dans les salles du donjon, portent toujours leur cercle de couleurs, jaune, vert, rouge. Chambord a rempli, une dernière fois, la fonction que François Ier lui avait assignée sans le savoir, protéger ce qui compte. Le château qui n'avait jamais été un foyer est devenu un coffre-fort. Le palais que personne n'avait jamais habité a abrité les noces de Cana, les esclaves de Michel-Ange, des Rembrandt, des Vermeer, des Raphaël. Un concentré de génie humain entreposé dans les salles d'un autre concentré de génie humain. Le Louvre rouvre partiellement ses portes pendant l'été 1945. Chambord, lui, ouvre à nouveau au public le 13 avril 1946, alors qu'il ne renferme plus que la collection des plans reliefs. 6 années de guerre ont passé dans ces murs sans qu'une seule œuvre soit perdue, endommagée ou volée. Jojard, le fonctionnaire discret qui avait tout prévu,
recevra la Légion d'honneur et la médaille de la Résistance. L'entrée principale de l'école du Louvre porte aujourd'hui son nom. 440 pièces construites pour la gloire d'un roi. 440 pièces restées vides pendant des siècles. Et 440 pièces qui, le jour où il a fallu cacher la beauté du monde, se sont révélées exactement ce dont le monde avait besoin. Le tuffeau se désagrège. Chaque hiver, le gel pénètre dans les pores de la pierre calcaire, l'eau gonfle, les cristaux de glace écartent les grains, et au printemps, une écaille se détache, tombe sur les dalles de la terrasse, rejoint la poussière blanche qui s'accumule au pied des façades depuis 5 siècles. Le processus est lent, invisible à l'œil d'un visiteur de passage, mais implacable. Le matériau qui a permis la splendeur de Chambord, cette pierre tendre, facile à sculpter, idéale pour les ornements les plus fins, est aussi celui qui le condamne à une restauration sans fin. Tous les 30 à 50 ans, des blocs doivent être remplacés, des chapiteaux refaits, des corniches retaillées. Le château se reconstruit en permanence, pierre par pierre, comme un organisme qui renouvelle ses cellules sans cesser d'être lui-même. En 1840, Chambord figure sur la toute première liste des monuments historiques de France, un inventaire établi par Prosper Mérimée, inspecteur général des monuments, qui parcourt le pays pour identifier les édifices menacés de disparition. Le classement protège le château de la démolition et du dépeçage, mais il ne suffit pas à le restaurer. Les fonds manquent. Les travaux sont ponctuels, limités aux urgences. En 1981, l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO place Chambord sous la protection de la communauté internationale aux côtés de l'ensemble des châteaux de la Loire. La reconnaissance est immense, les moyens restent insuffisants. Le vrai tournant vient en 2005, quand l'État français crée un établissement public à caractère industriel et commercial, un statut juridique qui donne au domaine de Chambord une autonomie de gestion et la capacité de générer ses propres revenus. Le château n'est plus seulement un monument que l'on entretient. Il devient une institution qui se finance en partie par la billetterie, les événements, les produits du domaine. 1 million de visiteurs par an franchissent les portes du parc, traversent la cour d'honneur, montent l'escalier à double révolution, débouchent sur les terrasses. 1 million de regards levés vers le lanternon. 1 million de pas sur les marches polies par les siècles. François Ier avait construit Chambord pour être vu. 500 ans plus tard, le château est vu comme jamais il ne l'a été. La lumière du matin sur la façade sud. Le canal, rectiligne, immobile, reflète le donjon avec une précision de miroir. Les tours, les lucarnes, les cheminées, le lanternon inversé dans l'eau sombre. De part et d'autre, les jardins à la française déploient leurs parterres de gazon, leurs broderies de buis, leurs rosiers taillés en boule. Cette géométrie végétale est récente. Elle date de 2017. Pendant 3 siècles, les abords de Chambord étaient restés à l'état de friches, des prairies vagues, des taillis, un terrain mal drainé que le Causson inondait régulièrement. François Ier n'avait pas eu le temps de créer un jardin. Louis XIV en avait esquissé un, mais sans y consacrer les moyens déployés à Versailles. Le XVIIIe siècle avait laissé des plans, notamment un dessin de 1734 qui montrait un jardin à la française d'une ampleur considérable. Mais aucun n'avait été pleinement réalisé. En 2016, un mécène américain, Stephen Schwarzman, fait un don de 3 600 000 $ pour financer la reconstitution des jardins selon le plan du XVIIIe siècle. 6 hectares et demi sont redessinés. 618 arbres, 840 arbustes et 15 250 plantes sont mis en terre. Le Chambord que l'on voit aujourd'hui, ce château qui semble posé au milieu d'un écrin de verdure ordonnée, est dans ses abords un ouvrage du XXIe siècle greffé sur un rêve du XVIe. L'année 2019 marque le 500e anniversaire de Chambord. Pour l'occasion, le président de la République française et le président de la République italienne se retrouvent au château, un geste diplomatique chargé de symboles. Chambord est né de la rencontre entre la France et l'Italie, entre les formes médiévales françaises et les idées de la Renaissance italienne. 5 siècles plus tard, les deux nations se retrouvent dans les murs du monument qui incarne leur dialogue. Les deux chefs d'État reçoivent chacun un magnum du premier millésime biologique produit par le vignoble du domaine. Car Chambord fait du vin, le cépage est le Romorantin, un plant que François Ier aurait fait venir de Bourgogne
et dont le nom renvoie à cette ville de Sologne où un autre projet, celui de la cité idéale, n'a jamais vu le jour. Le vin de Chambord est ainsi, à sa manière, un héritage de l'époque fondatrice, un fil ténu qui relie le vignoble d'aujourd'hui aux ambitions du jeune roi de 1519. Mais le temps ne suspend pas son travail. En 2016, le Cosson déborde. L'inondation, la même menace qui rendait le site inhospitalier au XVIe siècle, ravage le parc. Les dégâts s'élèvent à 200 000 euros. Le château, lui, est épargné. Ses fondations, ces mêmes pieux de chêne enfoncés à 12 mètres dans la boue de Sologne 5 siècles plus tôt, tiennent bon. Le radier de calcaire, immergé en permanence depuis 1519, continue de porter les 220 000 tonnes de pierre comme au premier jour. Les bâtisseurs de François Ier avaient construit pour l'éternité, du moins pour les fondations. Le reste exige une attention constante. L'aile de François Ier, cette partie du château construite sur la zone la plus marécageuse du site, entre 1539 et 1545, celle qui abritait les appartements privés et la salle du Conseil du roi, montre des signes de fragilisation documentés depuis plus de 20 ans. Les analyses géotechniques et structurelles ont mis en évidence des zones de faiblesse localisées, une hétérogénéité des mortiers, des fissures que le temps aggrave. En 2025, un chantier de sauvegarde est lancé. Son coût est estimé à 37 millions d'euros. L'État accorde une dotation exceptionnelle de 6 millions. Un dispositif fiscal, similaire à celui appliqué pour Notre-Dame de Paris, porte la réduction d'impôt à 75% pour les dons en faveur du chantier. En quelques mois, près de 4000 donateurs répondent à l'appel. Chambord, 5 siècles après sa fondation, demande à nouveau l'effort collectif. Et la France, à nouveau, répond. Le crissement du gravier sous les pas dans la cour d'honneur. L'air frais, presque froid, même en été. Les murs de 120 cm d'épaisseur conservent une fraîcheur que le soleil de juillet ne perce jamais. L'odeur de la pierre ancienne, minérale, légèrement humide, mêlée à celle de la cire des parquets restaurés. Dans les appartements du premier étage, meublés depuis 2014 selon les inventaires du XVIIIe siècle, des lits à baldaquin, des tapisseries, des commodes marquetées, restituent une image de ce que Chambord n'a presque jamais été, un lieu habité. Dans la chambre de parade, un baldaquin bleu du XVIIe siècle surplombe un lit immense, surélevé, conçu pour être regardé autant que pour dormir. Le mobilier est authentique, mais sa présence est artificielle. Ce sont des meubles d'époque, placés dans des pièces qui n'en ont presque jamais contenu. Chambord meublé est un paradoxe, un décor reconstitué dans un château qui n'a jamais été un décor de vie. C'est là peut-être que se trouve la réponse au rêve obstiné de François Ier. 440 pièces, 282 cheminées, plus de 80 escaliers, 28 années de chantier, et un roi qui n'y a dormi que 72 nuits. Le décompte, posé à plat, ressemble à un échec, un investissement colossal pour un usage dérisoire, un palais surdimensionné pour un séjour de passage. Mais ce calcul repose sur une erreur, celle de juger Chambord selon les critères d'une résidence. Chambord n'a jamais été une résidence. Il n'a jamais été conçu pour être habité. Les cheminées qui ne chauffent pas, les loggias qui laissent entrer le froid, l'absence de village à proximité, l'isolement au milieu des marécages, tous ces défauts ne sont des défauts que si l'on attend du château qu'il soit une maison. Or, Chambord n'est pas une maison. C'est un texte. Un texte écrit en pierre, en tuffeau et en ardoise, dont chaque élément est un argument. Le plan en croix grecque, emprunté à l'architecture sacrée, dit que le roi est au centre du monde. Le donjon médiéval, avec ses tours et son fossé, dit que sa puissance est ancienne. Les salamandres, toutes différentes, racontent l'histoire d'un règne. L'escalier à double révolution dit que l'ordre se cache derrière le chaos. Le lanternon couronné d'une fleur de lys dit que le roi monte vers le ciel. Et le fait que personne ne vive dans ce château, que les salles soient vides, que les cheminées soient froides, que le silence règne dans les couloirs, dit peut-être la chose la plus importante de toutes. Ce monument n'est pas fait pour le quotidien, il est fait pour durer. Un manoir s'use, un palais habité se transforme au gré des modes, des goûts, des besoins. On abat un mur, on ajoute une aile, on modernise une façade, et en quelques générations,
le bâtiment d'origine a disparu sous les couches successives d'interventions. Versailles a été remanié des dizaines de fois. Fontainebleau est un palimpseste de style empilé sur 8 siècles. Chambord, lui, est resté presque identique au projet de 1519. Personne ne l'a modifié en profondeur parce que personne n'y a vécu assez longtemps pour en avoir besoin. Le vide a protégé la forme, l'absence a préservé l'intention. Le château que François Ier a voulu montrer au monde est, à quelques restaurations près, celui que le monde voit aujourd'hui. C'est pour cette raison que Chambord a pu sauver la Joconde. C'est pour cette raison qu'il a pu accueillir un roi polonais sans trône, un maréchal protestant sans sépulture, un prince légitimiste sans couronne. C'est pour cette raison qu'un bombardier américain a pu s'écraser sur sa pelouse sans détruire la mémoire de la civilisation occidentale. Chambord a traversé les siècles non pas malgré son vide, mais grâce à lui. Le château inhabité était disponible pour tout ce que l'histoire lui demanderait. Le soir tongue sur la Sologne. La lumière rasante allume la façade sud d'un orange profond qui fait ressortir chaque nervure, chaque moulure, chaque écaille de tuffeau. Les ombres des cheminées s'allongent sur les terrasses. Le canal vire au noir. Dans la forêt, un cerf brame. Ce cri rauque, guttural, qui résonne dans le parc chaque automne depuis 500 ans. Le même cri que François Ier entendait depuis ces mêmes terrasses quand il montait, après la chasse, pour contempler son œuvre. 440 pièces, 72 nuits, et un château qui, 5 siècles après sa fondation, n'a toujours pas fini de dire ce qu'il a à dire. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle a éveillé quelque chose, une curiosité, une envie de voir ou de revoir ce château, alors Chambord continue de faire ce pourquoi il a été construit. Un pouce vers le haut, un abonnement à la chaîne, et ce sont de nouvelles pierres que l'on pose ensemble, vidéo après vidéo, sur l'édifice de cette série.